Donc, je vais faire une deuxième présentation donc, sur les changements au niveau des règles. Je ne parlerai pas évidemment de tous les grands concepts, tous les grands mécanismes des règles, parce qu'à un moment donné, là, on n'est pas sorti d'ici. Là. Surtout que le principe de base, c'est toujours soyez au courant de ce qui vous concerne. Et ultimement, la première ligne du livre de règles, ben pas la première, là, mais mettons, là, c'est les règles sont là pour servir l'histoire et non l'inverse. Donc, si vous voulez faire quelque chose, peu importe si les règles disent non, c'est compliqué et tout ça, venez me voir, puis on va s'arranger pour que vous puissiez le faire pareil. Moi, je vais balancer le tout. Donc, les grands changements. Je commence raide. Puissance des régions. Donc, comme on a vu dans ce que je viens d'expliquer au niveau de l'univers de jeu, on passe davantage à un jeu multipolaire où il y a diverses régions indépendantes, des régions subordonnées à la reine, mais quand même autonomes. Alors, dans cette optique-là, on va passer à un jeu qui va être peut-être plus confrontatif ou d'alliance, ou peu importe, entre différentes régions, différentes délégations. Au dernier chapitre, il y avait les valeurs, les idéologies. Si vous vous rappelez, par exemple, il y avait comme les jauges d'idéologie là, qui disaient, mettons, le patricisme est rendu à temps versus les absolutistes, puis libre marché versus monopole, bon, tout ça. Ça, il n'y en a plus, on les enlève, puis on les remplace par des valeurs vraiment plus concrètes de chaque région. Donc, chaque région, je l'ai-tu mis ici? Oui. Je vais vous le remonter après. Là, il y a aussi un autre point. Ce que je vous parle là, vous n'avez pas besoin de connaître tout ça, là. Vous allez juste vous soucier d'éléments roleplay, du genre « Ouh, la puissance militaire de fait, elle est grande. » C'est tout. Pas besoin de commencer à dire « Oui, mais elle est de 32. » Ouais, ça, c'est pas grave. Donc, chaque région est définie par une puissance qui représente ses capacités dans un domaine spécifique. Donc, les 6 domaines qu'on a, c'est politique, économique, militaire, académique, religieuse et criminelle. Et donc, en termes roleplay, en fonction du montant de leur force, ils vont avoir des caractéristiques. Donc, par exemple, si, mettons, un Palatinat est à 0 de militaire, on peut dire qu'il est dans la marde. Il est en crise. Donc, ça ne va pas bien. Et ça, ultimement, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Bien, le but, ce n'est pas d'en arriver à un système qui va comme dire non, Fel est à 52, l'or est à 51, l'or perd. Non, c'est pas comme ça. C'est des balises interprétatives pour moi, pour nous, après, pour mieux créer une histoire à partir de là. Si, par exemple, des joueurs se disent « OK, on va l'attaquer l'or avec une armée de Fel, puis que Fel est à terre, puis que l'or est au tapis, et pas au tapis, mais au plafond, bien, ça se passera pas bien. » Donc, c'est juste des variables qui m'aident à interpréter l'histoire pour créer quelque chose. Donc, les puissances des régions vont être accessibles, on va pouvoir les voir comme ça. C'est déjà sur la base de données. Ce n'est pas les bonnes puissances. Parce que c'est ça, ce serait spécial. Mais donc, ça va tout être visible comme ça. Il faut que j'y réfléchisse. Et comment on va les établir à la base au début du chapitre? Bien, je vais regarder essentiellement ce qui a été fait dans le dernier chapitre, les aspects roleplay, mais aussi vos réalisations. Donc, si par exemple, il y a des militaires qui ont comme amélioré des régiments, construit des régiments, donné des équipements et tout ça, bien, on en tient compte là-dedans. Ça peut renforcer. Puis, en tout cas, je vais essayer de prendre tout ce que je peux prendre, que je connais. Ou si des marchands ont créé une corporation, on va faire dans le genre. Au niveau technique, chaque point de puissance a une valeur de 10 ducats. Comme je vous dis, ce n'est pas si fondamental que ça, mais pourquoi c'est important? C'est que dans la nouvelle mouture, je vais revenir sur ça, dans la nouvelle mouture du système, rien ne se perd, rien ne se crée, tout n'est que combat. Non, mais autrement dit, on essaie de limiter au maximum la génération spontanée de puissance, de richesse, de ducats ou quoi que ce soit. Si quelqu'un fait un pas en avant, quelqu'un d'autre fait un pas en arrière. Ce qui vous force à jouer les uns avec les autres. Vous ne pouvez plus désormais arriver à quelque part et dire ben moi j'ai mon petit fief puis je vais me construire puis avoir une grosse armée puis devenir fort. Puis... Non, si vous faites ça, veux pas vous piler ces plates-bandes de quelqu'un à quelque part. Maintenant, je vais préciser un petit peu les autres nuances après, mais c'est l'idée de base. Donc c'est pour ça que ces puissances-là, c'est des espèces de réservoirs à richesse qui font en sorte que les gens peuvent comme renforcer l'armée de Fel, mettons, elle devient de plus en plus forte, mais aussi inversement, quelqu'un peut aller voler cette puissance-là, si, mettons, on l'attaque. Si, mettons, un marchand dirait « je vais faire un projet offensif contre Fel », puis c'est aller offrir une meilleure solde aux soldats. Fait que là, c'est comme si je volais de la puissance militaire pour m'adonner en commercial. Puis bon, en tout cas, c'est des beaux outils pour moi. Ça peut être compliqué, mais c'est des beaux outils qui me permettent vraiment d'avoir un jeu structuré, équilibré, et qui me permettent d'avoir une bonne interprétation. Ce qui nous mène au projet. C'est là les nuances par rapport à tout ça. Pourquoi les changements au projet? Avant, il y avait juste un type de projet. C'était pas compliqué. C'était je fais le projet, je ramasse le plus d'affaires possible puis je les mets dans le tiroir. C'était ça. Pourquoi est-ce qu'on change le tout? Parce qu'à un moment donné, on en arrivait au point où, par exemple, lorsqu'on a 18 projets pendant la soirée, les gens, le jeu finit par être en silo, finit par être divisé. On ne joue plus sur les mêmes trames, si on peut dire, puis on fait juste avoir comme 18 histoires en parallèle, où il y a comme 4 personnes ou 5 personnes dans chacune, puis là, c'est ça devient difficile à trouver une espèce de filon commun.
Alors, le but des changements de projet, c'est de ramener du jeu commun, du jeu collectif, d'encourager la prise de risque, d'une certaine façon, et aussi, oui, c'est ça, désormais, tous les projets, peu importe leur type, ont toujours une durée limitée de une tractation. Un projet, c'est une tractation. Il n'y aura plus de trucs de « ouais, on se revoit dans 3 mois ». Maintenant, les projets peuvent s'additionner. J'ai commencé ça, je vais continuer. Puis voilà. Mais chaque projet doit toujours être envisagé de « OK, qu'est-ce que ça donne de concret cette fois-ci ». Fait que si à un moment donné, vous faites quelque chose d'offensif, puis que vous perdez, bien, vous perdez juste là. Vous ne perdez pas comme 3 mois de travail, entre guillemets. Donc, il faut toujours les concevoir. Travail, c'est merveilleux. Mais donc, il faut toujours concevoir les projets en termes d'une tractation. Donc, désormais, 3 types de projets pour 3 types de besoins de recherche. Premier type, projet d'amélioration, communément appelé projet technique liste d'épicerie. Avant, mettons, je voulais construire, mettons, on va dire une forteresse. Je construis une forteresse en quelque part. C'était un projet. On fait juste ramasser le plus d'affaires possible. Le problème avec ça, c'était que c'était pas très controversé. Surtout, là, une forteresse, ça peut être controversé, mais mettons que je veux me construire un hôpital. Il n'y a pas grand monde qui va aller vous empêcher de construire un hôpital. Il faut vraiment être un méchant. Et donc, le problème avec ça, c'est que dans l'ancien système, bien, les gens pouvaient juste faire ces projets comme ça et se renforcer au même type que n'importe quel autre joueur qui, lui, par exemple, prenait des risques, déclarait des guerres, et ainsi de suite. Alors, les projets d'amélioration, l'objectif, c'est de renforcer la puissance d'une région. Donc, c'est par exemple, je cible, mettons, Salvamer et je vais construire un vignoble pour améliorer sa puissance commerciale. On ne peut pas s'opposer, sauf exception. Et comment est-ce que ça marche? Bien, on est vraiment dans le principe de la liste d'épicerie, parce que souvent, de toute façon, ceux qui recherchent ce type de jeu-là sont un peu plus là-dedans, disons. Les artisans, leur nouvelle capacité, c'est de fabriquer ça, des plans d'amélioration. Donc, ils ont comme des balises, puis c'est eux qui vont dire qu'est-ce qu'il faut avoir pour réussir à construire l'amélioration en question. Donc, en fonction de l'ampleur, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça va augmenter la puissance. Par exemple, je construis un vignoble à Salvamer, bien, maintenant, le commerce augmente. Il n'y a pas de retour de butin en jeu. Donc, si j'ai mis des ressources là-dedans, elles ne reviennent pas. Donc, avant, elles revenaient toujours. C'était toujours comme, je mets 50, je reçois 50, je mets 50. À ce temps, c'est plus ça. Je mets 50, et là-bas. Elle reste dans la puissance commerciale de Salvamer. Et là, des gens peuvent peut-être aller attaquer le vignoble et voler la puissance commerciale. Et là, vous voyez que, bon, c'est cela. Donc, aucun retour de butin en jeu. Les investissements sont entreposés dans la puissance. Le promoteur choisit... le promoteur, par contre, le petit espèce de petit bonus, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau être altruiste pour sa région, il faut quand même quelque chose. Il y a un rabais sur l'achat de son prochain point d'influence. Je vais en parler tout de suite après. Et puis, aussi, rétroaction minimale narrative. Autrement dit, je n'écrirai pas un texte de 4 pages parce que vous avez construit un vignoble. Projet personnel, communément appelé projet role-play, on peut dire. Donc, une initiative de faible envergure de développement narratif sans implication sur les régions. Donc, ça ne change pas la région. Ça ne diminue pas le militaire, ça n'augmente pas le commerce, quoi que ce soit, c'est juste c'est vous. Par exemple, une cohorte de personnages va fouiller un château antique dans la forêt d'ébène. Mais ça ne changera pas le monde, juste vous. Fait que ça, il ne peut pas, sauf exception, il ne peut pas avoir d'opposition. Mais ici, quand on parle d'opposition, on parle vraiment d'arriver dans la salle et faire « Non, tu n'iras pas à ce château ». OK. Mais par contre, rien n'empêche quelqu'un de s'infiltrer dans votre projet pour le faire, pour le saboter. Ça va adopter, pas adopter, mais influencer, merci, la rétroaction donnée, mais voilà. Méthode, ben, c'est un projet normal, mais sans implication d'une région, donc tu n'as pas besoin de demander d'autorisation, il n'y a pas de titre impliqué, c'est juste on le fait, on y va, puis voilà. C'est une initiative isolée. Donc, retour des investissements par butin après le projet, donc ce que vous avez mis revient, mais sans bonus, jamais. C'est juste, si tu as mis 50, il te revient 50, puis c'est tout. C'est ce qui permet d'évaluer un peu la réussite. Puis, grosse différence aussi, le promoteur doit définir la répartition du butin. Sinon, c'est moi qui décide. Parce qu'avant, comment ça marchait, c'était, mettons, Narcisse fait un projet, l'un de ses 38, mais fait un projet, les gens investissent massivement, puis l'espèce d'état d'esprit dans lequel on était, c'était, OK, bon, ben, mettons les retours de butin, je le redonnais à Narcisse, qui était le promoteur, puis lui avait la responsabilité de le rediviser. Le problème, c'est qu'au bout de 3 ans, on réalise que ça ne marche pas. Non, pas parce que Narcisse est de mauvaise volonté. Des fois, il y en a des promoteurs de bonne volonté. Ils veulent, mais des fois, les gens ne vont pas les voir. Ils oublient d'aller le voir. Puis là, ça fait en sorte que systématiquement, sur le long terme, on se ramasse avec Narcisse qui a 400 du cas. Puis les gens qui ont participé, ben, eux autres, ils n'en ont pas. Fait que
désormais, ce qui est investi dans un projet revient sous forme de butin et je le sépare à part égale. Donc, la répartition est déjà faite. Dans le butin, il n'y a pas de retour bonus de Ducas. C'est juste ce que tu as mis te revient. Puis, c'est une rétroaction narrative. Donc, si vous êtes allé dans un mystérieux château antique, ben, vous allez avoir des choses. Bon! Dernier type, fait qu'on se rappelle projet d'amélioration, projet personnel, qui sont des projets roleplay. Projet géopolitique, ben là, c'est là qu'on a l'opposition, puis c'est ça qui est le plus avantagé, qui est le plus renforcé. Donc, l'objectif, c'est quoi? Bien, affecter d'un projet géopolitique, c'est affecter le scénario en altérant l'historique et la puissance d'une ou de plusieurs régions. Donc, c'est littéralement, j'implique une région dans mon projet, puis ça va impliquer une autre région. Ou même ma propre région, par exemple. Je veux péter le militaire avec mon commerce dans ma propre région, parce que vous êtes comme ça, je sais pas, là. Mettons. Mais donc, par exemple, pillage Charenne sur une ville en l'or. Fait que ça, c'est vraiment un projet géopolitique. Donc ça, il peut y avoir de l'opposition. Ça veut dire qu'il y a toujours de l'opposition. Ce qui est gagné est perdu ailleurs. Toujours, c'est nécessaire. Et ça force à jouer justement ensemble. Qu'elle soit active, donc des personnages joueurs, ou passive, l'univers de jeu. Donc, admettons qu'il n'y a pas personne du Val-de-Ciel. Si vous faites « mal attaquer le Val-de-Ciel », il y a quand même une résidence passive. C'est sûr qu'à un moment donné, j'ai une limite à vous faire jouer contre l'univers de jeu, mais ça ne sera pas genre claquement de doigts de même automatique, vous les pétez. Là. Ils ont quand même leur puissance qui nous permet d'évaluer le tout. Donc, on réalise un projet appuyé par au moins un titré de la région. Donc, il faut un titré avec vous qui vous aille là-dedans. Et là où la région bénéficiaire et victime doivent être clairement établies dès le départ, il faut que ce soit annoncé publiquement en salle et être l'objet de négocier en salle si ça perdure. Autrement dit, mettons qu'il y a une guerre, après la première activité, si mettons on avait dit que chaque projet c'est une activité, si ça dure plus qu'une activité, à chaque fois, il faut que les gens impliqués s'assoient en salle, fassent une scène de négociation. C'est obligatoire. Il n'y a plus de genre on se fait la guerre pendant 3 mois sans jamais se parler, puis à la fin il y a quelqu'un qui meurt. T'sais. Non, il faut qu'il y ait ça. C'est nécessaire dans la confrontation. Donc, qu'est-ce que c'est quoi les résultats? Bien, ça va altérer la puissance des régions affectées. Retour des investissements de butin, comme on avait dit tantôt, la même chose. Par contre, là, en plus, bonus de Ducas, si le projet est proposé au moins une semaine à l'avance. Donc, proposez votre projet là. Ça n'arrivera pas. Mais donc, plutôt que d'y aller avec des coups de bâton, il va avec des carottes. Donc, si vous le proposez à l'avance, bonus de Ducas. Si vous êtes dans une zone chaude, qu'est-ce qu'une zone chaude? L'or était une zone chaude à la fin du dernier chapitre. Un endroit où les gens déjà s'entretuent. L'idée étant que c'est bien plus intéressant si vous faites des projets dans ces espèces d'endroits communs-là où l'action se passe. Comme ça fait une espèce de rétroaction commune où tout s'entremêle, puis c'est compliqué, puis on jase en salle, puis on ne sait pas quoi faire. Donc, bonus de Ducas, c'est dans une zone chaude. Puis une rétroaction narrative normale. Fait que l'idée, c'est de pousser un peu plus vers ça. Mais le principe de base, c'est toujours là, c'est si quelqu'un gagne quelque chose, quelqu'un d'autre perd quelque chose. Mais c'est rapide. C'est pas, vous ne perdez pas ce que vous avez fait depuis 4 mois. C'est comme à chaque tractation. Réussite des projets. OK. Ou comment répondre à la question, à quoi ça sert d'acheter des skills? Bon, on a ajusté ça. Je prends l'exemple ici, l'espèce d'analogie du verre d'eau. Les habiletés, c'est le maximum quand vous ramassez des trucs pour faire des projets. Vous ramassez tous vos petits cossins, des cartes personnages, des ressources, des affaires dans le genre. Merveilleux. Les habiletés des personnages impliqués ou des contacts représentent le maximum de points possibles d'un projet. Les points, vous ne les verrez jamais. Ça, c'est moi qui évalue ça. C'est normal, vous ne les voyez pas. Donc, c'est le maximum de points possibles. Un projet ne peut avoir plus de points que ne lui permet la somme des habiletés des personnages. Donc, par exemple, un verre d'eau, c'est la taille du verre d'eau. Ensuite, ce que vous mettez dedans, les autres investissements, bien ça, c'est l'eau. Fait autrement dit, ça ne sert à rien d'avoir 6 trébuchets si vous n'avez personne pour tirer. On peut dire ça de même. Tout comme à l'inverse, ça ne sert à rien d'envoyer 6 ingénieurs si vous n'avez pas de trébuchet. Bien, vous pouvez, mais en tout cas, ça va être intéressant. Fait que ça, c'est le nombre de points. Fait que ça, c'est vraiment... Vous ne verrez pas vraiment ça, mais l'idée, c'est de donner une balise et faire en sorte qu'effectivement, il y a comme 2 grandes manières d'évoluer, par les titres, par la géopolitique, par votre place dans le royaume. Et de l'autre côté, bien, un individu pourrait être vraiment comme ultra qualifié, plein d'habiletés, qui est très, très utile à un projet pour comme le renforcer, l'améliorer. Et dans tous les cas, ça je le dis, c'était comme ça au 2e chapitre, mais je le redis, les ducats ne servent à rien. Si vous mettez des ducats dans un projet, ça ne sert à rien. Je prends les ducats et je vous les redonne. C'est tout. Parce que le but des ducats, c'est que vous fassiez quelque chose, que vous ayez acheté un bien ouvrageux à un artisan, que vous achetiez une recherche, que fait que faites juste comme merci de l'argent, revoici l'argent. Ben là, ça finit plus de grossir tout ça. Fait que voilà. Donc les habiletés servent à quelque chose. Si vous ne vous rappelez pas les règles, c'est utile.
Nouveau type de faveur qui est ajouté, la faveur diplomatique, parce que là, maintenant, une remarque qu'il pourrait y avoir, c'est oui, mais si le jeu est séparé en plein de régions qui ne s'aiment pas à face, puis qu'il y a plein de délégations de ces régions-là qui ne s'aiment pas à face, puis qui ont chacun un projet, qu'est-ce qui fait qu'ils jouent ensemble? Je sais pas. Oups. Mais donc, on rajoute un élément. Donc, vous aviez toujours comme 3 faveurs en commençant, les petits papiers, mettons, de vos classes. Là, on en rajoute une 4e, qui est la faveur diplomatique. Elle peut juste être investie dans des projets d'une autre région que la vôtre, dans lesquels votre région n'est pas impliquée. Donc, l'idée, c'est de pousser les gens à aller comme ailleurs, aller vers d'autres projets, d'autres régions, pour comme s'ouvrir à d'autres types de jeux, et non seulement comme tout de suite en partant de GN. OK, bon, voici les ressources, c'est pour notre projet. Donc, on essaie de s'ouvrir à l'extérieur. Donc, ça, vous allez recevoir ça de plus. Et ça ne peut pas être utilisé pour autre chose. Les villas. Là, je vais juste vous présenter des affaires qui sont pas... c'est juste comme vous faites dessus. Il y avait des problèmes au dernier chapitre. Les villas. Il y avait un petit enjeu au niveau des villas que, en tout cas, vous ne le voyez pas vraiment, mais moi, je le vois derrière, entre ceux qui ont une villa et qui s'entraînent et ceux qui n'ont pas de villa et qui payent. Ça crée vraiment un gros écart, éventuellement. Et puis, à un moment donné, ça faisait aussi que les gens, il y avait une villa, ils pouvaient entraîner toutes les habiletés, puis ça ne leur coûtait jamais rien, puis il fallait faire ça indéfiniment. Donc, désormais, chaque entraînement dans une villa coûte 5 ducats au propriétaire. C'est l'effet d'entretien, il faut qu'il passe la mop après. Ça coûte 5 ducats. Donc ça va être fait automatique, ça va être enlevé. Puis une fois par année, il va y avoir une taxe de la moisson. Ça, si vous êtes déjà venu, vous savez que ça arrivait souvent en fin de l'année. C'était Carl qui courait après tout le monde, puis il disait « Donne-moi ton cash d'une villa ». On le faisait roleplay en jeu, c'était compliqué, c'était long, maintenant ça va être automatique. Fait que vous allez faire « Il n'y a plus d'argent dans ma bourse ». C'est ça. L'influence revient en force, au sens où, comme je disais tantôt, vos personnages, le but... Tu sais, au 3e chapitre, l'un des buts avoués, c'était vous êtes tous des courtisans à la cour royale, puis vous n'êtes pas genre des grands comtes du royaume, puis tout ça, on changeait un peu le paradigme. Là, on revient un petit peu à l'idée d'être important dans le royaume, donc l'influence a un rôle si vous voulez aller là-dedans. Donc, l'influence permet de gagner, d'acheter des titres. Donc, un seul moyen d'acquérir de l'influence, désormais, si vous faites un projet géopolitique, ça n'en donne plus. Avant, ça n'en donnait automatiquement. Là, maintenant, il n'y en a plus. C'est je vous donne du cash, puis vous l'achetez. Donc, c'est dépenser de l'argent. 75. C'est beaucoup. C'est pour ça qu'en bas, j'ai mis une note. Le flot de cas disponible sera plus grand. Mais donc, il y a des éléments qui permettent de changer ça. Donc, si vous avez, mettons 75 de base, si vous avez l'appui d'un aristocrate, c'est maintenant le pouvoir d'un aristocrate, un des pouvoirs, il y en a plein, ils peuvent vous donner un rabais de 25. Donc, ça vous baisse déjà. Il suffit juste qu'un aristocrate dans la soirée qui fasse comme « Ouais, je te veux dans ma région ». Voilà, tu as déjà un rabais de 25. Puis ça peut être PNJ si jamais il n'y en a pas en salle. Là. Je veux dire, on est acceptant. Puis il est possible d'acheter plusieurs points d'influence lors d'une même tractation. L'influence est toujours liée à une région, mais pas à un domaine. Fait que tu peux en accumuler puis à un moment donné faire comme « Je suis un criminel ». Titré. Les titres, parce que l'influence permet d'acheter des titres. Les titres correspondent au domaine de puissance des régions. Donc, on reste dans la même logique. Politique, économique, militaire, académique, criminel. C'est ça. Combien coûte un titre? Un titre coûte autant d'influence et de points d'expérience. Ici, ça prend des points d'expérience désormais. Fait que vous ne pouvez pas vous monter partout comme vous voulez parce que vous avez du cash. Il faut faire des choix. Et de points d'expérience pour augmenter son titre que le niveau. Fait que, passe donc, mettons, à l'autre après. On va avoir un petit visuel. Fait que, mettons, ici, il y a les titres. Ça, c'est juste une inspiration, mais ils vont pouvoir ajouter du roleplay autour de ça. Mais mettons, politique, niveau 1, c'est comme si vous acquériez un manoir à Salvamer. Si vous avez le titre niveau 2, bien là, vous avez un hameau, puis vous êtes appelé un seigneur. Si vous... Arrêtez de parler comme des enfants. Si vous achetez un titre niveau 4, bien à ce moment-là, c'est une cité. Fait que, mettons, acheter le titre niveau 1, ça coûte 1 point d'influence puis 1 point d'expérience. Passer au niveau 2, 2 points d'influence, 2 points d'expérience de plus. 3, 4. Fait que, autrement dit, pour se rendre au niveau 4, ça va coûter 10, 10. C'est ça, je ne me trompe pas. Là. Ça doit. Ben oui, je l'ai écrit. C'est ça. Donc, pour atteindre le 4e niveau. Et puis, on peut faire un seul achat de titre par tractation. Donc, on ne peut pas arriver et faire comme « je suis comte », puis pouf. Ça, il y a quand même un délai. Mais vous pouvez acheter autant de points d'influence que vous voulez. Fait que, à quoi ça sert un titre? Ben, c'est cool! C'est cool, les jeunes! La noblesse! Donc, flasher un titre, c'est cool, le premier. Deuxièmement, j'avais dit tantôt au niveau de l'univers de jeu que toute l'information se retrouvait sur le site web, mieux organisé. Ça, c'est pour ce qui est fixe, stable, tu sais, le lore, si on peut dire. Tout ce qui est comme plus interactif, mettons vos fiefs, justement, les petites régions, les affaires qui vont changer rapidement, ça apparaît sur la carte. Fait que si vous achetez un titre, vous apparaissez sur la carte sur la base de données comme avant. Ensuite, ça donne deux choses. Premièrement, ça donne une faveur de titre, une petite faveur spéciale.
Puis c'est ça qui fait en sorte qu'un projet devient géopolitique. Ça, vous pouvez le donner, puis c'est comme votre appui. Puis ça, dans l'interprétation après de la rétroaction, c'est comme si vous faisiez appel aux forces de la région en fonction de la force de votre titre pour mobiliser des trucs. Par exemple, mettons, il y a une guerre à l'or, vous êtes un militaire lorois qui est titré niveau 2, mettrez votre faveur de titre. Fait que c'est comme si vous alliez puiser les armées de l'or pour combattre avec vous. Tandis que si vous faites juste mettre votre petite faveur personnelle, bien là, c'est genre votre écuyer, là, je sais pas, il est là. C'est un écuyer personnel. Donc, c'est vraiment comme puiser dans les forces géopolitiques de la région pour faire intervenir dans un projet. Puis plus votre titre est élevé, plus l'impact est grand. Puis, comment est-ce qu'on... Une autre affaire, ça c'est vraiment altruiste, puis le côté très égoïste, liquider de la puissance. Ça, c'est comme le sens inverse du projet d'amélioration. Vous pouvez faire des choses pour renforcer la puissance. Mais un titré, lui, peut siphonner une partie de la puissance de son propre domaine, de sa région, pour obtenir des ducats. Fait que, mettons que vous êtes un militaire à l'or, vous dites « j'ai besoin de cash ». Je vais comme renvoyer une coupe de soldats, puis ça va me donner de l'argent avec les économies que je fais. Fait que là, vous prenez ce qui était comme stocké dans la puissance, puis vous le mettez dans les poches. Ça peut rendre les gens mécontents. Surtout s'ils ont investi précédemment dans la chose. Mais voilà. Donc ça, c'est une manière d'avoir de l'argent et de créer quelques conflits, disons. Voilà, c'est ça. Retraite. Bon, ça risque de concerner certaines personnes. Ça, c'est un peu comme avant. Donc, le nouveau personnage débute avec 6 points d'expérience de moins que l'ancien, si vous retirez votre personnage. Donc, si vous changez de bonhomme avec les chapitres, c'est ça. Richesse. Vous débutez avec le tiers de votre patrimoine. Qu'est-ce que le patrimoine? C'est la culture d'un peuple. C'est la somme de l'influence des biens ouvragés, tout ce qui vaut des ducats, finalement. Vous commencez avec le tiers de ça, que vous pouvez réinvestir à votre guise, que ce soit en d'autres titres d'influence ou quoi que ce soit. Donc, si vous aviez beaucoup d'influence, vous retirez votre personnage, vous pourriez déjà revenir avec des titres. Ça passerait, c'est logique, il existe des barons à différentes places. La criminalité change beaucoup. Elle change beaucoup d'état d'esprit, en fait. Pourquoi? Parce qu'on veut beaucoup plus de criminels logiques, de criminels qui se peuvent. Oui, c'est le fun, mettons un psychopathe qui rentre dans la maison du monde pour leur manger les yeux, là. Mais c'est l'exception. On veut plus des espèces de cartels criminels qui, à la limite, ont un rôle à jouer dans la politique, qui peuvent avoir une intervention, qui peuvent faire quelque chose, justement, puis négocier. L'espèce de classique Al Capone, que tout le monde sait que c'est lui le chef de la mafia. Mais on fait on ne sait pas comment le pogner. Fait que, c'est pas... Il était pas là. C'est ça. Fait qu'il y a 2 types de criminels. Il y a le solitaire, le loup solitaire. Lui, c'est juste un personnage qui a commis des actes clandestins. Clandestinité égale criminalité. Ça ne change pas. Donc, si vous voulez cacher quelque chose, c'est criminel, peu importe c'est quoi. Donc, par exemple, un personnage qui commet un meurtre ou quoi que ce soit, ou un vol, mais qui n'est pas dans un cartel, ben c'est juste un loup solitaire, aucun avantage. À un moment donné, il va juste se faire pogner et ça va être fini. Chef de cartel, c'est là que ça devient intéressant, c'est tête de cellule criminelle qui agit en son nom et acquise par l'influence. Chaque cellule coûte toujours 2 points d'influence et 2 points d'expérience, c'est la même chose. Et elle doit être définie. Donc, par exemple, une bande de pickpockets au port d'Ire, ou encore une entreprise de fraudeurs dans la maison de peu importe villa. Rien, pas d'idée, là. Un chef peut être à la tête de plusieurs cellules. C'est ces cellules qui commettent vraiment les actes croches en son nom. Et c'est pour ça que le criminel, le chef de cartel, ne peut pas être pogné tout de suite. Donc, on change la mentalité. Le but des justiciers, des enquêteurs, les forces de l'ordre, c'est plus de pogner le chef de cartel, ou ça peut être ça, mais c'est genre à très long terme. Leur but, c'est de démanteler ses activités. Puis si jamais, à un moment donné, ça va être plus tard, là, mais si à un moment donné, un chef de cartel n'a plus de cellules, là, il peut être attaqué, puis il peut être pogné. Évidemment, si un chef de cartel arrive en pleine salle, il fait comme « C'est moi, j'ai tué la reine. Mais j'ai des pickpockets. » Non, ça ne marchera pas. L'avantage, c'est toujours dans sa région aussi. C'est comme un titré de région normale. L'avantage du criminel, c'est un parasite. Les titrés peuvent liquider, ramasser des ducats dans la puissance du monde des régions, uniquement dans leur domaine. Les criminels, eux, c'est dans n'importe quel domaine de leur région. Fait que c'est vraiment des parasites. Ils peuvent comme siphonner des militaires, du commerce dans leur région. Puis là, ils font comme, on se fait siphonner, il y a un criminel. Mais ça, c'est peut-être pas une bonne manière de se faire aimer de sa gang, mettons. Puis ça peut donner le caractère clandestin à des projets géopolitiques. Oui. La justice. Donc, comment est-ce que ça marche, la lutte à la criminalité? On est beaucoup plus dans le role-play au niveau de la lutte à la criminalité. Le but, c'est de démanteler des cellules. Et ça rapporte. Souvent, c'est un des problèmes de la justice, c'était qu'on fait des enquêtes, puis à un moment donné, c'est comme, je fais juste payer, puis à un moment donné, j'ai plus une scène, puis il n'est pas arrivé quelque chose. Tandis que là, comment est-ce qu'on fait?
Bien là, il faut voir d'abord si c'est un criminel laïque ou un criminel hérétique. Les laïcs, c'est les enquêteurs qui peuvent faire ça. N'importe quel personnage peut être enquêteur dans sa région. C'est plus juste les religieux. N'importe qui peut l'être pour autant que les appuis nécessaires. Ça, je ne les ai pas définis là, mais en tout cas, c'est écrit dans le livre de règles. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail déjà. Donc, les enquêteurs peuvent pogner des criminels laïcs et les religieux peuvent pogner des criminels hérétiques. Pour démanteler une cellule, c'est pas compliqué, il vous faut des informations. S'il y a un criminel qui sauve la boîte beaucoup trop en salle, fait « Oui, j'ai des pickpockets. Le nom de mon lieutenant est Bobby. Il travaille au port dans le 3e entrepôt. » Ben, voilà. Vous avez juste à lancer une descente et vous pouvez démanteler la cellule. Démanteler une cellule rapporte à ceux qui le démantèlent le prix que ça a coûté de l'acheter. Donc, si ça coûte 2 points d'influence, un point d'influence, ça coûte entre 50 et 75, donc ça vient de vous donner 100 du cas ou 150. Fait que c'est ça. Voilà, c'est payant. C'est le criminel hérétique, c'est le criminel laïque, voilà. J'essaie d'aller un petit peu plus vite, là. Voilà. Donc, surtout une question d'information. Donc, il y a beaucoup plus d'importance à acquérir des informations en salle. Mais il va être encore possible de faire des enquêtes comme on faisait avant avec des pistes, là, puis savoir c'était quoi l'arme du crime, ces affaires-là. Là. Depuis longtemps, l'une des traditions dans les religieux et les académiciens, c'est de dire si on veut combattre l'hérésie, il faut la comprendre. Et ils deviennent tous hérétiques. Alors maintenant, c'est clair. L'hérésie, on la comprend. Il y a 2 types d'hérésie. Il y a celle qui relève de la foi étrangère. J'ai pris Ardor. Ouais, non. Et soit elle relève de l'occultisme et de l'un des 6 tomes. Tout ce que vous pouvez faire est contenu dans l'un des 6 tomes suivants, qui ont des noms clairement pas fins. Le tome des abysses, qui porte chacun sur une forme d'occultisme. Donc, les forces de l'ordre n'ont plus besoin d'étudier l'occultisme pour le comprendre. Elle est dans les livres aux Anaïrs. On le sait tous. Tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est vous pogner puis vous brûler. Mais, si vous faites un hérétique, vous pouvez jouer dans les tomes et faire des choses amusantes, comme par exemple le tome du sang, élément de chair, puissance de la haine et la souffrance, désespoir et l'horreur. Il faut de tout pour faire un monde. Voilà. Donc, c'est tout connu. Donc, c'est un peu plus roleplay, mais c'est juste pour dire qu'il y a un switch à ce niveau-là. Là. Donc, on connaît l'hérésie. Formation générale. L'un des gros commentaires qu'il y avait, c'était qu'il y avait des réunions tout le temps. C'est vrai. Il n'y en aura plus. Non, c'est vrai. Non, pas vrai. Calmez-vous. Mais donc, il y a encore des réunions. Le problème, c'était pas qu'il y avait trop de réunions de formation obligées. C'était qu'elles étaient réparties tout au long de la soirée, ce qui donnait l'impression que toujours quelqu'un était en réunion quelque part, puis qu'on ne pouvait jamais le trouver. Donc, maintenant, comment ça va marcher? Les réunions de formation vont être d'abord informatives. Ils vont toutes être en même temps au début de la soirée. Donc, tout le monde est dans une réunion en partant, bien, pas en commençant, là, mais genre dans les premières minutes du jeu. Ça, ce que ça permet, bien, c'est de faire ça d'un coup. Et aussi, de mon côté, en tant qu'organisation, de donner le ton, on peut dire. Donc, s'il y a une trame centrale qui touche plein de formations, bien, ça permet de tout l'envoyer un petit peu partout, dans toutes les formations, par les titrés royaux. Et c'est ça, voilà. Donc, ça veut dire que oui, les gens qui ont 2, 3 formations, ils devront faire un choix. Ils ne pourront pas être partout. Mais rendu là, vous êtes l'exception. Voilà. Les décisions à prendre, quant à elles, dans les formations, les pouvoirs, ça reste, mais ça va être plus tard et ça va être public. Donc, les formations, alchimiste, négociant, pas de changement. Ça allait déjà bien. Bien, au niveau des formations, on ajuste, là, comme je viens de mentionner, mais au niveau de base, c'est correct, tout est beau. Aristocrate, oh mon Dieu. C'est toutes des petites affaires, fait que c'est pas si pire. Comme j'ai dit tantôt, l'aristocrate peut donner un rabais de ducat sur l'achat d'influence dans sa région. Première affaire. Ils peuvent appuyer un enquêteur ou une enquêtrice. Donc, afin de dans sa région pour créer justement un enquêteur, une enquêtrice. Il est possible d'aller à l'étranger pour jaser. Par contre, pour jaser, faire des projets personnels, des affaires dans le genre. Par contre, si vous voulez établir des relations officielles, c'est les aristocrates. Faire des ententes, parler avec un gouvernement étranger, là, faire signer des affaires, il vous faut un aristocrate, sinon vous ne pouvez pas. Rayonnement d'initiatives en salle. Si les initiatives en salle, le but aussi d'enlever un peu de réunion, de les ramasser, c'est qu'il y ait plus de temps afin de vous donner plus d'occasions de faire des initiatives, que ce soit des conférences, des balles, peu importe ce que vous voulez. Mais donc, un aristocrate peut comme parrainer une initiative en salle, puis lorsqu'elle se fait, ça augmente la puissance de sa région. C'est un peu comme du mécénat qui rayonne sur sa région. Donc, ça permet de s'améliorer. Les initiatives en salle qui donnent de l'argent aussi. Et ça participe à l'Assemblée d'ébène. L'Assemblée d'ébène change. Avant, ça marchait parce qu'on était juste comme les aristocrates ensemble du royaume, puis on s'entendait tous. Mettons. Tandis que là,
on est des régions étrangères. Donc, l'Assemblée des Bennes prend un peu format, mettons, l'Assemblée générale de l'ONU, d'une certaine façon. Donc, c'est une espèce d'endroit où on se rassemble pour déclarer ce qui se passe dans notre région. C'est un bon moment, mettons, pour déclarer une guerre. Ça met un bon fret en partant. Ou une alliance, ou un changement de loi important, ou peu importe, dans sa région. Et une fois, il y a pendant chaque Assemblée d'ébène, une fois par tractation, si les gens sont d'accord, ils peuvent voter, les différentes délégations, et s'ils sont d'accord, ils peuvent passer une espèce de loi contraignante pour les régions. Évidemment, ça va être possible d'aller contre la loi, je veux dire, c'est pas divin, là, mais si une région décide d'aller contre, mettons, on dit, on bannit l'opium. Puis le Castelmaire fait comme, non. Mais tout le monde vote oui, fait que là, c'est comme, bon, on est fourré. Fait que c'est une entente contraignante. Donc, il serait possible d'aller contre, mais ça va avoir des conséquences, par exemple, sur la puissance de la région. Perdre la stabilité, mettons. J'ai vu là-bas, ce ne sera pas très long. Et la puissance d'une délégation n'est pas par rapport au nombre de monde dans cette délégation-là. Chaque région a un vote. Fait que même si vous êtes 12 dedans, un vote. Voilà. Artisans. C'est comme avant, ça ne change pas. La seule différence, c'est que les décisions qui étaient prises en réunion privée, maintenant, ça va se déclarer publiquement sur la place publique. Donc, à un moment donné, pendant le soir, on va demander aux artisans de venir et de dire est-ce que les artisans qui proposent, quel maître artisan, par exemple, propose de condamner quel projet, puis ils vont dire je propose de ne pas construire d'hôpital à l'or. Puis on va faire ouh! L'idée, c'est de ramener les décisions comme ça dans la grande salle pour que premièrement, pour que tout le monde puisse être au courant de ce qui se passe, ce qui permet de ramener le jeu un peu plus commun. Puis aussi, si les gens n'ont rien à faire, ça fait un spectacle à assister. Le monde qui se pogne publiquement. Voilà. Fait qu'il y a ça. Puis l'autre, c'est de faire des affaires pour les projets d'amélioration. Ça, je l'avais mentionné tantôt. Les érudits, même affaire, peuvent encore évaluer les pouvoirs. La nouvelle liste est précisée dans les règles. Là, je ne l'ai pas ici, mais voilà. Et aussi, c'est mener, petite option, ils peuvent faire des manuels d'instruction. Ça coûte des faveurs. Mais si maintenant vous avez fait un projet, j'ai vraiment pas de personne qui vient dans mon projet, mais j'ai bien des ressources, c'est comme si ça remplaçait les cartes personnages. Parce que tantôt j'avais dit, mettons le verre, ça prend des bonheurs et des habiletés pour fabriquer des choses, pour faire utiliser les investissements. D'autres peuvent faire ça avec des manuels d'instruction. Ça permet de balancer le manque qu'il pourrait y avoir. Militaires. Les militaires changent beaucoup. Oui. Les militaires changent beaucoup parce que le principe des militaires avant, c'était de faire des campagnes royales avec tout le royaume. Il n'y a plus de royaume. Il a fallu changer ça. Donc, disparition des campagnes royales, les chefs dans les régiments, voilà. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Dans les événements spéciaux, il va y avoir ce qu'on appelle le tournoi de la divine. Qu'est-ce que c'est? Ça va être violent. C'est une espèce de jeu rapide sur table, un peu comme une espèce de, mettons, un combat de jeu de rôle sur table, là, si on peut dire, mais rapide. Et vraiment très chronométré. Donc, les militaires vont pouvoir se préparer, mettons, se faire des biens ouvragés, se faire des armures, se faire, mettons, des armures, des épées améliorées, dans le genre, puis aller combattre. Puis l'idée, c'est que ça va se faire rapidement. Mettons, tu as comme 3 secondes pour prendre ta décision, les gens vont pouvoir s'allier ensemble, comme une grosse mêlée générale de militaires, et ça donne des beaux grands prix. Voilà. Peut aussi offrir ses forces comme mercenaire auprès des 1000 bannières. Il n'y aura plus de connétable d'ébène, ça va être plutôt le connétable des 1000 bannières, qui lui, finalement, un mercenaire, un militaire, qui, si, mettons, il n'y a pas d'argent, besoin d'argent, il pourrait comme prendre ses ressources et donner au mercenaire, lui là, le connétable des 1000 bannières, et le connétable va les payer tout de suite. Il va tout de suite donner de l'argent, puis ensuite les autres gens vont pouvoir aller voir le connétable et dire « Ouais, as-tu des armées à me vendre, quelque chose dans le genre. » Fait que c'est comme une manière rapide de faire de l'argent et de servir l'intermédiaire. Donc, ils peuvent vite agir comme mercenaires. Et le point le plus important, ils disposent d'une garde personnelle qui est comme une espèce de petite puissance personnelle. Comme une puissance qui dépend de rien, qui dépend d'aucune région, qui est leur puissance militaire à eux. Fait que c'est vraiment comme s'il y avait une petite armée qui peut être améliorée avec des investissements. Comme une région, mais qui est juste militaire pour lui, qui est tout à fait loyal à lui. Les chapitres de la foi disparaissent, donc on fonctionne autrement. Donc, il faut, comme j'expliquais tantôt, faire la distinction entre sa communauté religieuse. Mettons que vous avez un titre religieux, c'est votre gang, votre secte dans votre région, puis votre titre au sein du clergé. L'un est indépendant de l'autre. Il y a encore 3 titres que vous pouvez avoir de base au sein du clergé. Théologien, inquisiteur, inquisitrice, et le nouveau, célérier, célérière. Avant, c'était quoi déjà? Glaive, c'est ça. La police. C'est ça, c'est célérier, célérière. Donc, qu'est-ce que ça fait? Donc, un théologien peut, ça n'a pas changé, c'était avant, mais ça n'a jamais été vraiment utilisé, peut soumettre avant la tractation une vision, une prophétie qui pourrait se réaliser. Faites-le, j'attends juste ça. Donc, vous pouvez me donner un truc relativement cryptique, puis je vais m'arranger pour que ça arrive. Puis, tu sais, je veux dire,
arrivera bien ce que je veux qu'il arrive. C'est de la magie. Et sinon, ce qui change, ils peuvent organiser un concile théologique. Ça, c'est quoi? C'est une rencontre hors jeu qui est annoncée. Les théologiens peuvent se rassembler avec des gens qui veulent, s'ils veulent. Mais donc, lors de cette rencontre-là, ils vont définir des limites, justement, des dogmes. Donc, qu'est-ce qui est blasphématoire, qu'est-ce qui ne l'est pas? Clarification, retrait, ajout, modification de pratiques sélésiennes. Donc, si, mettons, on se demande la boue, c'est-tu sélésien? On peut faire un concile théologique. Ouais. En tout cas, l'inquisiteur, l'inquisitrice peuvent mener des enquêtes. Donc, c'est eux qui mènent des enquêtes pour découvrir les hérétiques. Et, voilà, dans n'importe quelle région. Et ils peuvent organiser un tribunal inquisitorial. Qu'est-ce que c'est? L'hérésie en elle-même, pas besoin de tribunal. Si vous êtes hérétique, que c'est découvert, que c'est prouvé, c'est fini. Vous êtes hérétique, c'est tout. Par contre, le blasphème, c'est toujours flou. Fait que, là, il y a le tribunal inquisitorial. Mettons, est-ce que l'amour est blasphématoire? Bon. Là, ça passe au concile théologique. Il décide que oui, c'est blasphématoire l'amour. On voit quelqu'un aimer quelqu'un d'autre. On fait un tribunal inquisitorial, puis on le juge publiquement devant tout le monde. As-tu aimé cette personne? Voilà. Et là, les tribunaux ne peuvent pas se terminer par l'exécution, l'exil, quoi que ce soit. Ça peut être une amende, une petite peine. Mais tu sais, c'est comme les crimes mineurs, là, si on peut dire. Voilà. Et le célérier, c'est celui qui s'occupe de l'argent. C'est les célérières. Donc, s'occupe des fonds. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent avoir une bourse de la divine. Donc, le célérier peut demander une bourse avant l'activité. Ça va être une bourse en ducat. Et sa responsabilité, il ne peut juste pas s'en mettre dans les poches et la donner à ses petits amis. Sauf si ses petits amis font des affaires pendant la soirée. Donc, ils peuvent comme répartir de l'argent. C'est comme des mécènes de la foi, d'une certaine façon. Donc, c'est des gens qui peuvent donner de l'argent pendant la soirée. Et ils peuvent aussi récolter la dîme. Ça, ils ciblent une région, n'importe laquelle, puis ils siphonnent. Mais c'est une dîme, c'est correct. Mais ça doit être annoncé en salle, encore une fois, sur la place publique. Donc, tout ça se fait sur la place publique. Ça, je l'avais mentionné. Puis, il peut y avoir évidemment des positions religieuses supplémentaires, donc en fonction, qui ont des titres spéciaux. Ça, par exemple, intendant du siège des témoins, secrétaire de la foi, doyen de la foi. Donc, secrétaire, c'est celui qui prend note, doyen qui accueille les autres, là, les nouveaux. Les nouveaux religieux, les novices. Voilà. Et aussi, la confession a été précisée. Je n'ai pas vu tous les détails là, mais c'est précisé ce que vous pouvez faire comme représailles. Il y en a beaucoup. Essentiellement, si vous choisissez un confesseur, choisissez les biens. Parce que vous ne pourriez pas aimer ça. Derrière, la question, puisqu'on parle beaucoup d'argent, comment on fait de l'argent? Tout d'abord, les retours de butin de projet seront désormais répartis entre les participants. C'est ce que j'ai mentionné tantôt. Donc, plus de gens vont avoir plus d'argent et non moins concentrés. Les projets géopolitiques, si bien préparés, vont donner plus d'argent aussi. Aussi, ce que je compte faire, ça c'est sûr que vous en rendez, vous le verrez pas, mais c'est je veux vraiment calculer ce qui sort du jeu et ce qui rentre dans le jeu. De sorte que j'ai vraiment un chiffre clair avant une activité de OK, à la dernière activité, il est sorti 350 du cas, je re-rentre 350 du cas. Fait que là, à ce moment-là, c'est trouver du monde, faire comme temps. Là 50, il faut distribuer. Là 50, il faut demander des services. Là 50, t'apporter des saucissons, je sais pas. Peu importe, en tout cas. Donc, il va y avoir plein de personnages comme ça qui vont avoir des bourses, d'argent. Ça permet de mieux calculer. Par exemple, maître du renseignement va changer un peu. Ben, beaucoup, en fait. Donc, plutôt que d'avoir des agents, le maître du renseignement va acheter et vendre des renseignements. Donc, si vous avez une rumeur, ben, pas une rumeur, non. Un vrai secret. Et vous allez le voir et vous dites, ouais, je pense que les autres vont attaquer telle personne bientôt. Puis les gars, mettons 10 du cas. Sauf que si vous leur dites ça, ça se peut qu'après ça, qu'il y ait à revendre à quelqu'un d'autre. Mais, voilà, c'est une manière rapide d'avoir de l'argent et de faire une espèce de jeu de commerce de renseignement. Les célérières peuvent avoir des bourses, des concours, des BNJ, etc. Investir 50 personnages rapporte toujours 5 du cas, dans le projet. Liquider de la puissance, ça donne de l'argent. Démanteler la cellule criminelle, ça donne de l'argent. Et le point le plus important, et ça, il faut l'utiliser, le réclamer, maintenant qu'il va y avoir plus de temps pendant les soirées, de temps libre, les initiatives en salle. Tout ce que vous faites, si vous m'en parlez, je vous donne de l'argent. En jeu. Donc, c'est n'importe quoi. Par exemple, il y a eu, avant la pandémie, il y avait les Blangivres qui avaient fait une espèce de présentation des nouvelles demoiselles, les nouveaux, même pas juste des demoiselles, mais les gens arrivaient à la cour à la reine.
Ça peut être une conférence, un cours d'alchimie, un cours de philosophie, un salon boudoir de philosophie. Donc, tout ce qui apporte du jeu en salle, dites-moi-le, un mariage, oui, correct. Et je vous dis, correct, on doit. Et ça peut vous donner des discours. Donc, c'est une bonne manière d'avoir des discours autrement que par la technique. C'est comme je vous disais au début, c'est pas si compliqué. Intéressez-vous à ce qui vous concerne. Puis si vous ne savez pas comment faire quelque chose, venez me voir. C'est l'avantage d'une activité comme l'Enclave, parce qu'on n'est pas justement 2, 3, 400. Je peux vous aider, vous donner des astuces, puis même vous intégrer dans ce que je prévois comme scénario. Donc n'hésitez pas à venir me voir, ça va toujours être possible.